Ici Yuma, je vous invite à la Grande Agora. Nous allons causer autour de thèmes que soulève le livre L'île de Bie ou la béance d'essence. À très bientôt, venez nous rejoindre. Yes, j'y arrive. Tu m'entends? Oui, je t'entends toujours. Oriane, on s'entend. Voilà, ça y est, on est arrivé. Oui, On est ensemble et maintenant on commence à enregistrer notre rencontre. Et tu étais en train de me parler et c'était très très beau de t'entendre. Donc je t'invite à continuer puisque maintenant j'ai mis l'enregistrement. oui. Mais du coup, c'est pour ce bijou, l'île de Vie ou la béance d'essence, que nous nous rencontrons, que nous connectons aujourd'hui. Parce que, comme je te le disais, ce livre est un baume au cœur, est un bijou à partager et à mettre entre toutes les mains, que ce soit des personnes féminines, masculines, peu importe. Ton écriture et ton partage amènent une dimension à la fois spirituelle, à la fois humaine, à la fois visible et invisible, pour reconnecter à toutes nos parts. Et pour ça, merci. Et merci d'offrir l'opportunité à ton monde, à mon monde et à l'humanité de reconnecter avec tout ça. Waouh! Mmh. Oriane, merci beaucoup. En fait, j'ai été touchée par ton retour quand tu m'as écrit. On ne se connaît pas. Donc c'est aussi très touchant de bavarder avec toi. Et aussi, c'est vrai que j'ai été touchée non seulement par ta voix, parce que tu m'as envoyé un enregistrement, mais aussi par ton œuvre, par les choses que tu fais, que j'ai été regarder un petit peu. Pas beaucoup, hein, je ne connais pas tout ce que tu fais, mais j'ai été un petit peu regarder. Et c'est vrai que ce retour est très important pour moi parce que d'un côté, j'ai écrit ce livre pour des raisons très personnelles et quelque part, il fait référence à des choses qui me sont très personnelles et en même temps, j'ai senti, l'appel de créer un objet qui pourrait être communicatif, bien que je sache qu'il est difficile, il est d'un abord difficile. Donc voilà, je suis très, très curieuse de parler avec toi. En plus, bon, je ne te demande pas ton âge, mais je vois bien que tu es jeune et donc ça, c'est encore, plus merveilleux que quelqu'un qui est jeune vienne vers moi. Et voilà, donc je suis vraiment honorée de cette rencontre et très, très curieuse de notre voyage ensemble à travers l'espace-temps grâce à ces machines curieuses. Attends, je te mets en plein écran pour mieux te voir. Voilà, super, super, super. Voilà. Alors, est-ce que mmh, je vais oh, c'est beau, ce sont des avocats? Oui, Ah, waouh! C'est oui. magnifique! Comment tu fais? Je, je parle à mes plantes, je communique avec mes plantes, je leur passe de la musique. J'ai même créé des playlists pour mes plantes. Ah, c'est je, fantastique. je suis une amoureuse des végétaux, voilà. Mais il aura fallu quasi 10 ans pour avoir cette taille-là. Ah, c'est ça, hein, parce que j'ai un avocat qui commence à prendre, mais ça fait 1 an que je suis en train bon, je dois dire que c'est pas la première priorité dans ma vie, mais ça fait 1 an que je suis là en train de suivre, il y arrive pas, puis ça y est, il est en train de prendre là. Bah, écoute, c'est très, très beau et aussi avant de commencer, puisqu'on improvise, j'ai senti que j'aimerais bien voir si tu as quelque chose près de toi, de ton travail, pour rencontrer Oui, aussi ton travail. La première chose qui te vient à l'esprit? la première chose qui me vient à l'esprit, ce sont des peintures végétales. Du coup, c'est intéressant que tu fasses le lien avec les avocats qui sont derrière. Même si on sait qu'il y a une culture intensive de l'avocat, c'est intéressant aussi d'avoir un regard un peu plus bienveillant et un peu plus conscient justement sur cette consommation des avocats. Et
se rendre compte qu'au travers de tous ces végétaux, de toute cette nature qui nous entoure, et peu importe qu'on soit en ville, ce qui est mon cas encore pour quelques mois, ou à la campagne, c'est pouvoir reconnecter justement avec le fait de pouvoir créer avec ce qu'on a sous la main. Et pour le coup, pour l'instant, j'aime énormément pouvoir créer avec des peintures végétales. Des peintures végétales que je crée moi-même dans ma petite cuisine, dans ma petite casserole, en train de faire mes potions magiques telle une sorcière. Et à partir d'épinards, de peaux d'avocat, Des de peaux betteraves. de betteraves, oui, de peaux d'oignons, même parfois avec des feuilles qui sont déposées sur une pelouse, en faire une teinture végétale est tout à fait possible. Et donc, du coup, je suis en train de reconnecter avec cette essence sacrée de la couleur, en fait, de l'importance de poser une trace sur le support, tout en prenant conscience que respecter cette couleur, mais respecter aussi le processus qui est à la base de la créativité, en tout cas picturale, est un processus important pour moi. Et donc, du coup, toutes ces couleurs, par exemple, ici, là, en marque-page, j'ai des petites cartes comme ceci à partir de brou de noix et justement d'avocat que je glisse soit en marque-page, que je glisse en petite peinture sur un hôtel ou comme chaque personne le désire, pour pouvoir justement apporter une empreinte colorée tout en respectant justement la planète, en respectant cet acte sacré qu'est la créativité. Et peu importe qu'elle soit picturale, culinaire, en mouvement, qu'elle soit parlée, chantée, dansée, c'est honorer justement ce côté sacré que nous avons tous et toutes au fond de nous. Et pour ça, en tout cas, pour l'instant, mon processus tend vers un processus respectueux de toute l'humanité, de toute la planète Terre, en étant évidemment dans le corps que j'incarne ici, mais en prenant conscience vraiment qu'il y a vraiment un apport possible où qu'on soit. Voilà. Oui, merci, c'est très beau et les couleurs, c'est vrai que les couleurs, c'est très important puisque, on peut grâce à notre, connexion avec les couleurs, connecter à la lumière puisque la lumière a tout le sceptre, des couleurs et quelque part ça c'est une des caractéristiques de notre corps humain, c'est d'apercevoir ces couleurs-là. Ah! Toi aussi tu en as. Oui. Ah ouais, ils aiment bien, hein, ils aiment bien venir quand c'est intéressant. Écoute, oui, ah oui, je voulais, aussi relever un petit peu, juste, pour les personnes qui pourraient éventuellement écouter notre conversation au sujet des avocats. Non, non, je ne parle pas des avocats dans les tribunaux, je parle des avocats les fouilles. C'est qu'effectivement, il paraît qu'il y aurait un problème par rapport à la production d'avocats, mais je pense que ça n'a rien à voir avec l'avocat en soi, ni avec toi, ni avec moi. C'est plutôt par rapport à la façon dont on consomme, la façon dont on produit et la façon dont on achète et dont on vend, ce qui est de toute façon inhérent à une problématique, de mon point de vue, qui est, tout à fait humaine. Donc c'est à l'intérieur des êtres humains que cette problématique se pose. Il me fait rire et c'est fantastique. Jamais ça. Elle ne fait jamais ça d'habitude. Et donc, par exemple, alors là, c'est la première fois que je vais te faire, d'abord une proposition par rapport à l'île de Bie et ensuite je vais t'inviter à faire toi-même la proposition, mais c'est moi qui vais te faire une proposition, parce que c'est apparu dans mon esprit pendant que tu parlais. Est-ce que ça t'a particulièrement touché le fait qu'il y ait un rapport, entre la pratique, d'Ariabi, sa pratique profonde et la nouvelle naissance, la renaissance d'une certaine forme de nature? Ça m'a complètement, je vais même limite dire dépassée, et en même temps, c'est de l'ordre limite de la transcendance, en fait. Ton livre a résonné à beaucoup de points de vue. Et donc, du coup, ce qu'Ariabi a vécu, vit et vivra a eu un écho vraiment libérateur. Et
a laissé émerger un message justement de ça, de c'est venu frotter, c'est venu gratter et c'est venu apaiser en fait toutes des parts en moi qui étaient en questionnement justement par rapport à cet ancien et ce renouveau qui émerge. Donc oui, c'est venu vraiment questionner pas mal de choses dans mon quotidien, qu'il soit en tant que femme, qu'il soit en tant que thérapeute, qu'il soit en tant qu'humaine sur cette planète. Oui, vraiment. Il y a eu tout un processus. Et quand je te disais frotter, gratter, et tu le disais en début de vidéo, euh, il m'a fallu un mois pour rentrer dans le livre et le faire mien. J'ai eu beaucoup de mal à accepter justement cette mouvance et le fait que ce n'était pas euh, quelque chose de l'ordre du confortable et du c'est tout rose. Mhm. Clairement, l'invitation de ce livre, c'est une fois qu'il est ouvert, il y a un processus qui s'enclenche. Mhm. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Les premières pages ont été ouvertes, ça m'a décontenancée. Je ne me sentais pas prête de lire la suite. Et j'ai dit, OK, tu es là, je te vois, je t'emmène partout, parce que pour le coup, il est venu avec moi partout. Et dès que tu m'appelles, dès que je sens l'élan, je te réouvre. Et j'ai lu les 3/4 du livre en une fois. Donc oui, il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre de je te vois, je te sens, je t'entends. Je sais que tu es là, pas pour l'instant. Laisse-moi le temps. Et une fois que le processus est enclenché, ça a été comme une évidence. Des larmes, des rires, des questionnements, tout, tout. Je suis passée par tout le spectre, tout le spectre des émotions pour pouvoir le terminer dans le métro et pleurer en regardant la dame qui était en face de moi dans le métro. Waouh! Et la dame, elle a parlé avec toi? Non, la dame, elle descendait, elle m'a fait un sourire tout tendre et je suis descendue du métro. Et, et c'est assez incroyable parce que c'était une journée où il pleuvait et il y a eu une accalmie et un rayon de soleil qui est apparu à ce moment-là. Et là, j'ai dit merci. Oh, c'est magnifique. Waouh! Ça me touche et d'ailleurs, ça me m'ôte la parole, ce qui est bon signe. Je me retrouve sans savoir quoi répondre. C'est très touchant. Hem et je crois qu'en fait, quelque part, le retour que tu me donnes, on se tutoie, hein, et le retour que tu me donnes par rapport à cette lecture, me récompense, de tout ce que ça a été d'écrire, même si ça ne serait que toi. Voilà, c'est parce que c'est ça et en même temps, ça passe à travers moi par d'autres, canaux, n'est-ce pas, hein? Parce que Ariabi, en fait, elle est née d'une dévotion pour, Yeshe Tsogyal, cette, yogini tibétaine et toute une grande communauté de personnes à travers le monde et à travers les temps qui se sont consacrées à la technologie, je fais exprès de dire ce mot, hein, la technologie, quantique de l'être humain lui-même, sans aucun auxiliaire. C'est-à-dire comment est-ce que l'être humain en soi-même contient déjà tout ce qu'il a projeté à l'extérieur de soi-même. Comment est-ce qu'il a déjà ça en lui et en même temps, il a besoin de consacrer en tout cas une certaine concentration, un certain faisceau, comme des faisceaux lumineux. À un moment donné, il faut les concentrer par rapport à la capacité qui nous habite. Et en même temps, c'est ça le paradoxe, hein, je crois que le livre, il cherche à c'est pour ça qu'il est déroutant et il décontenance, comme on dit en français. Il déconcerte, voilà, il déconcerte. Excusez-moi, je parlais plusieurs langues, alors des fois, il déconcerte, mais ça, je pense que c'était aussi voulu de ma part, parce que je voulais que ce soit impossible de faire de ce livre quelque chose qui puisse être clairement une déclaration du blanc ou du noir. Mm. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai l'œuvre de Louis Carra derrière moi, qui s'appelle Mountain Waves. Donc, Magnifique. ce n'était pas.
dans mon intention, je voulais que la personne, quand elle lise le livre, elle soit interpellée par le fait qu'elle n'arrive pas, comme le duende hein, en espagnol, comme toute la magie d'un processus artistique, ce qui le rend magique et de l'amour, c'est qu'on ne peut pas l'attraper, même pas avec le concept. Et donc, c'est ça justement notre souci, c'est comment est-ce qu'on peut se détendre. C'est ce que je disais juste avant de faire la petite parenthèse ici, c'est que en même temps se concentrer et en même temps se détendre. Et nous, les artistes, on connaît ça parce qu'en fait, tant qu'on arrive, je pense que les sportifs aussi et les gens qui pratiquent quoi que ce soit, qui commencent à devenir de haut niveau dans le sens de devenir quelque chose qui les appelle à transcender leur habitude, hein, donc que ce soit l'architecture, quoi que ce soit. Hein. C'est qu'à un moment donné, et même Tria, parce que Tria, dans le livre, elle n'arrive pas à lâcher la guerre parce qu'il n'y a que dans le combat qu'elle arrive à se détendre. C'est très, très paradoxal. Elle est un personnage important. Elle est apparue dans le livre pour communiquer avec le lecteur. Finalement, elle n'était pas au départ, elle ne faisait pas du tout partie de cette histoire. D'accord. Mais Elle d'ailleurs, était, elle était indispensable en fait pour communiquer. Dis-moi. j'allais rebondir justement sur le fait que tu parles de Tria Demetria, parce que c'est effectivement un personnage qui est hyper attachant et dans lequel il y a eu des identifications. Et c'est la première fois où je ne m'identifie pas dans une œuvre écrite à un seul personnage. C'est comme s'il y avait vraiment cette triade, en fait. Donc, il y a trois personnages principaux et à des moments de lecture, des moments dans la journée, c'est comme si ces trois personnages étaient, en tout cas de mon point de vue, m'envoyer des messages, en fait, que ce soit sa fille, que ce soit Tria, Ariabi. Il y a vraiment eu toute une osmose et chaque personnage m'invitait à m'identifier avec un recul assez sacré et assez précieux, mais vraiment, il y a eu toute cette cohérence, cette connivence avec les personnages, que ce soit confortable ou inconfortable. Parce qu'encore une fois, ce qui est merveilleux dans ton ouvrage, c'est qu'il y a cette impermanence et en même temps cet ancrage qui aide vraiment à venir se déposer et à continuer justement la lecture et à y aller, en fait, quoi qu'il arrive. Inconfort ou confort, on y va. Mmh. Oui, et c'est ça en fait, c'est que quand on arrive à se détendre en même temps qu'on tend, donc on va tendre et détendre en même temps, justement comme c'est nécessaire, par exemple pour tirer avec des flèches ou pour peindre. Je ne suis pas peintre, mais de temps en temps, je m'amuse un petit peu à la calligraphie et des choses comme ça. Et la danse, évidemment, bien sûr, la musique. Donc en même temps, il y a une concentration, mais en même temps, la véritable concentration la plus profonde, quand le temps justement s'arrête, c'est celle aussi des personnes qui vont conduire un avion, un supersonique par exemple. Un supersonique, c'est plus rapide que le son. Et ils doivent atteindre un état dans lequel eux vont être lents, sinon ils ne peuvent pas gérer cette vitesse-là. Donc il faut qu'ils sortent du temps pour pouvoir avoir la vitesse appropriée. Et c'est possible, en fait, l'être humain a des capacités tout à fait étonnantes. Mais en général, on ne nous enseigne pas ça, on ne nous montre pas ça. Et donc, je pense que le livre est une mythologie. Donc, dans une mythologie, il y a cette, ce fait, si tu veux, que tous les personnages d'une mythologie sont le héros. Le héros n'est pas justement, par exemple, si on prend Hercule, Hercule n'est pas le héros. C'est toute l'histoire, ou ce soit Ulysse ou des, n'importe lequel des héros ou héroïnes dans les mythologies. Et là, c'est une mythologie, c'est comme aussi dans un rêve. C'est-à-dire que d'ailleurs, elle en parle, hein, Ariadne, tu rêves, finalement, si tu rêves que tu fais l'amour, c'était qui? C'était avec qui? Tu vois. Et donc là, ça soulève aussi, je pense, hein, ça peut soulever chez le lecteur un questionnement qui n'est pas de l'ordre de la réponse, mais plutôt de la résonance.
C'est-à-dire que le lecteur peut se rendre compte qu'il n'a pas une réponse rationnelle à ça, Mmh. mais que ça résonne par rapport à une réalité qui est effectivement inconfortable jusqu'à ce qu'on lâche prise, quoi. Et quand on lâche prise et qu'on s'habitue à lâcher prise, alors ça devient beaucoup plus justement stable. Comme tu disais, hein, c'est exactement ce que tu disais, hein. Il y a une stabilité qui n'est plus la stabilité seulement de la racine sur terre, mais qui est la stabilité dans l'espace lui-même, la quintessence elle-même. Ce qui permet de passer de la vie à la mort et de la mort à la vie, quoi. Parce que si on a une stabilité que par rapport au corps et par rapport à la terre, au moment de mourir, on a éventuellement peur, on va éventuellement s'accrocher, quoi. Et Ariadne, elle propose un pont. Et là, je rejoins un peu ce que tu disais au début, c'est la lumière, hein, Mmh. c'est la lumière. Donc, Oriane, est-ce que tu voudrais choisir quelque chose dont tu aurais envie de parler ou que tu as envie de lire dans le livre? Oui, il Je te y a plusieurs suis, hein. passages que j'ai beaucoup aimés, mais par contre, j'ai envie de te poser une question. D'accord. Hem, je lisais en fin de livre, que, tu as commencé l'écriture, de ce bijou. Je ne peux Mhm. pas, l'appeler autrement, il y a déjà pas mal d'années Mhm. et moi ça m'a interloquée en fait justement, ce processus long, lent, mais qui amène de l'ancrage et de la cohérence. Comment est-ce que tu as vécu toutes ces années à partir du moment où tu as imaginé et que tu as posé l'intention d'écrire ce récit? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les étapes et dans quelle mouvance tu t'es sentie en fait parce que c'était en 1982, si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus, que tu as commencé à imaginer, concevoir et à poser les mots. Non, c'est plutôt en 82 que j'ai eu la vision de Ariadne. Ok. Donc, ça, je l'ai raconté dans une vidéo. Mais c'est curieux que tu poses cette question parce qu'en fait, le livre, au départ, il devait parler de ça. Il ne devait pas être un roman, en fait, au départ. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à vouloir écrire, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être explicite. Et en fait, toutes les parties du livre qui contenaient l'explication dont tu parles ici, d'une façon ou d'une autre, même détournée, je les ai tous enlevées et finalement, tout est parti. Donc, ce dont le livre Génial. devait parler est parti du livre. C'est comme un iceberg dont la pointe de l'iceberg est là, mais en fait, le principal de l'iceberg est en dessous. C'est un peu pareil. Et donc, pour répondre à ta question, d'abord, en 1982, j'étais en retraite. Donc ça, c'est très Mhm. important de le souligner parce que quand on rentre dans une retraite, là, c'était une retraite totale en forêt, toute seule. J'étais alimentée par un monastère bouddhiste qui me laissait la nourriture au pied d'un arbre. Donc c'était facile dans le sens où j'avais à manger. Bon, j'étais quand même dans une vraie cabane, donc il n'y avait ni électricité, ni il n'y avait rien. En fait, je ne me suis même pas chauffée d'ailleurs, hein. Donc, j'ai allumé le poêle 3 fois dans l'année. Et c'est parce que j'étais jeune et très enthousiaste. Et donc, je me suis sentie tellement investie que j'avais l'impression que d'allumer un feu dans ma cabane allait me faire perdre du temps. C'est extraordinaire. Mais bon, c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça parce qu'en fait, c'était l'année la plus heureuse de ma vie. C'était la première fois que j'étais heureuse, en fait, quelque part, pleinement. Et donc, c'est très bizarre, c'est que j'ai renoncé à la célébrité. J'étais très connue, j'étais dans tous les journaux en France parce que j'avais fait cette publicité, j'enlève le haut, j'enlève le bas, tout ça. Et donc, même aujourd'hui, ils connaissent encore un Myriam qui a enlevé le haut, qui a enlevé le bas. Et moi, en fait, ça m'était un peu égal, toute cette histoire de publicité. Ce que j'avais envie, c'était de trouver quelque chose d'important qui m'appelait depuis que j'étais enfant. Et c'est comme si tout d'un coup, c'était possible. Et ça a coïncidé avec la célébrité. Et donc, au lieu de devenir célèbre, j'ai fait l'inverse. Je me suis retirée. Personne ne savait que j'étais là. Et, et dans cette circonstance, donc, j'étais très heureuse. C'est quelque chose d'important. Je n'ai pas fait par sacrifice le fait de vivre simplement, de ne pas avoir, de ne pas me chauffer, d'être simplement avec un matelas par terre et tout ça. Donc, j'étais très, très heureuse. J'étais comblée.
Et j'avais reçu toutes ces pratiques et je passais ma journée à pratiquer, donc de 4 heures du matin jusqu'à environ minuit en général. Et c'est pareil, c'est-à-dire que dans des circonstances, de ce genre, finalement l'énergie commence à se concentrer et je ne faisais aucun effort pour ne dormir que 4 heures par nuit, c'était, complètement naturel. Et donc on pratique beaucoup. On pratique beaucoup quand c'est comme ça, parce que dans le cadre du bouddhisme tibétain, on a 100 000 exercices à faire, de chaque chose. Donc 100 000 prosternations, 100 000 récitations de ci, récitations de ça, visualisation de ça, offrande du mandala, il y a tout un parcours. Et en plus des 100 000 que je voulais, compléter, il y avait d'autres pratiques en plus. Donc ça fait une journée bien remplie. Et en fait, la chose, c'est que du point de vue du psychisme, la notion de réalité, la notion d'univers intérieur prend tellement la place, si tu veux, et comme la pratique, elle est vraiment faite quelque part pour créer une nouvelle structure de l'être, hein, et elle est bien faite. Ces pratiques sont très très bien faites. Parce que même si avec le temps, on doit petit à petit lâcher prise aussi de toutes ces structures, au départ, on en a vraiment besoin parce qu'elles permettent d'avoir une bonne santé psychologique à travers des expériences qui sont extrêmement déconcertantes, parce qu'on peut tout d'un coup, on pourrait devenir, c'est possible de devenir fou avec les pratiques tantriques du bouddhisme tibétain. Mais si on le fait vraiment bien et si on est bien accompagné, normalement, au contraire, ça devient la folle sagesse, quoi. C'est-à-dire que petit à petit, toutes les choses qui sont des obstacles à notre véritable nature profonde disparaissent en fait. Et dans le cadre de la retraite, si tu veux, c'est comme si tout d'un coup, tu pouvais aller sur cette île, on va dire ça. C'est comme si tu n'as pas juste vu la photo, tu n'as pas juste vu un film sur cette île, mais tu y vas. Mais quand tu sors de la retraite, tu reviens parce qu'en fait, la difficulté, c'est comme une feuille de papier quand tu l'enroules et tu l'enroules pendant longtemps, pendant une vie, 2 vies, 3 vies, 300 000 vies, des millions d'années. Évidemment que quand tu ouvres la feuille de papier, tu l'ouvres, tu l'aides un peu, elle s'ouvre, c'est merveilleux, mais elle se referme, hein, et un peu moins, mais c'est refermé. Donc il faut recommencer, recommencer. Donc ça, c'est après. Mais pendant la retraite, il y a cet effet comme ça d'amplification. Et donc moi, j'étais vraiment, au bout de 9 mois, j'étais vraiment bien en retraite, quoi. Tu vois? Donc dans mes rêves, je disais des mantras, dans mes rêves, je sauvais des gens, je faisais des trucs pas possibles. Je rencontrais des tigres, c'était vraiment incroyable. Et en plus, j'étais jeune, donc j'avais un côté comme ça, très innocent à l'intérieur de ça. J'avais 19, 20 ans. Et et donc à un moment donné, il y a des moments pendant lesquels je pratiquais où j'étais tout à fait normale, dans le sens d'être toujours voilée, mon esprit voilé, mes réactions normales. Donc j'étais, la Myriam de l'époque, si tu veux. Et d'ailleurs, ça faisait partie de la prise de conscience, de constater que finalement, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas parce que je suis rentrée dans cette cabane que tout d'un coup, ça y est. Au contraire, je rencontre justement la vérité, c'est que tout ce que je reprochais aux autres, je l'ai en moi puisqu'il est avec moi dans la cabane et qu'il n'y a personne d'autre. Tu vois. Je le fais toute seule quelque part. Mon problème, je me le fais moi-même. Tu vois. Donc ça, c'est une constatation qui fait partie de la pratique. Et en même temps, au fur et à mesure, la pratique a un effet sur soi, c'est de justement nous relier à quelque chose de profond, mais qui est tout à fait naturel en fait. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en même temps c'est très profond, c'est très délicat et ça demande du travail, et en même temps c'est tout à fait merveilleux. Donc elle m'est apparue, Ariabi, je l'ai appelée Ariabi pour le roman, à l'époque elle s'appelait Tara, et en fait je n'ai jamais vu Tara comme les Tibétains la dépeignent. Maintenant, dans le bouddhisme tibétain, c'est tout à fait normal, hein. Si tu vois la divinité d'une façon différente, c'est pas vraiment un problème. Mmh. Ce qui est surtout très important, c'est d'être aligné avec ce qu'on pratique. Et elle m'est apparue comme ça. Et je n'ai pas donné une énorme importance, je l'ai juste dessinée un jour, je crois. Je n'ai plutôt ça parce qu'à un moment donné, ma maison a brûlé, donc j'ai perdu toutes les affaires. Mais j'avais dessiné, mais je m'en souviens. Et elle était toute nue avec des cheveux blancs très longs, assez gringalette, mais grande, comme ça.
Et en fait, très, très longtemps, peut-être, je n'ai pas calculé, peut-être 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, oui, j'ai lu dans les livres de Sultri Mallione, qui est une maître du bouddhisme tibétain, une femme américaine, qu'elle a eu la même vision de Machik Ladrön. Donc Machik Ladrön, c'est une autre sainte tibétaine qui est dans le cadre de cette lignée une réincarnation, c'est pas vraiment des réincarnations, c'est des manifestations, si on veut, de Tara. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si Tara se manifeste à travers plusieurs personnes, Yeshe Tsogyal et Machik Ladrön. Et donc, pour cette yogini américaine qui est encore vivante, il y a un écho. Tu as un écho? Moi, je n'ai pas d'écho. Ah, pourquoi j'ai un écho? Attends. Là, ça s'est arrêté, je vais parler tout doucement. Voilà. Et donc, pour elle, la description qu'elle fait de Machik Ladrön dans ses visions, c'est exactement la même. Et donc, je me suis dit, bon, ça doit être important alors. Et ensuite, j'ai vécu ce parcours de la même façon. Excuse-moi, la réponse est longue, hein, parce que tu m'as posé une question très importante. Donc, la façon dont j'ai travaillé avec la danse et dont j'ai élaboré mon travail avec la danse se passe de cette façon-là. C'est-à-dire que je sais, maintenant, hein, au départ, je ne savais pas, hein, mais je sais petit à petit que quand, à un moment donné, dans ma danse, il y a quelque chose qui correspond à une pratique, clairement, donc par exemple, imaginons la patience, hein, ça c'est un bon exemple parce que c'est un exemple que j'ai vécu qui est très facile à expliquer et à décrire. Quand j'ai voulu faire la danse de la patience, ça a été le début, si tu veux, des processus à long terme. Donc ma danse sur la souffrance était très rapide, parce que la souffrance est immédiate, c'est très facile, elle est tout le temps là. Le monde est fait de ça, il est fait de souffrance, quelque part le monde physique, matériel. Il est fait de cette souffrance, justement celle d'avoir peur de mourir, des gens qui se mangent, les insectes qui mangent d'autres insectes et des animaux qui se mangent entre eux, qui ont peur. Donc toute cette souffrance, elle est même dans la terre, parce que la terre elle-même, c'est toutes les vies qui sont mortes qui redonnent naissance. Donc il y a quelque chose de cet ordre qui existe dans la vie et dont on se rend compte si on vit longtemps. Euh, on a moins de recul si on vit vite. Mais si on vit longtemps, on s'en rend compte. Et cette souffrance, elle est prégnante. Donc, en tant qu'artiste, la souffrance, quelque part, c'est une porte extrêmement puissante et en même temps, c'est une porte extrêmement facile. Voilà. Donc, j'ai commencé à découvrir ça par la souffrance parce que je me suis rendu compte que quand je voulais exprimer un bonheur profond, il fallait résoudre la souffrance pour y arriver. Parce que sinon, je n'exprimais pas le bonheur profond, j'exprimais simplement une intention qui est morte, qui n'a aucune incarnation. Par contre, la joie, ça, je l'avais. Je suis naturellement douée pour exprimer la joie quand je danse. Mais quand je voulais exprimer les choses les plus profondes que j'avais connues dans ma retraite, je n'arrivais pas. Par contre, la souffrance, oui. Donc, la souffrance a été vite. Et la patience, disons qu'à partir du moment où j'ai décidé d'exprimer la patience, ça m'a pris 4 ans. D'accord. Et donc, pendant 4 ans, j'ai vécu plein de choses, mais j'ai jamais perdu le fait que c'était là que j'étais en train d'aller. Mais parce que toutes les choses qui se passent, elles se passent pour ça. Donc, ça veut dire peut-être j'ai dansé d'autres danses, peut-être j'ai créé d'autres circonstances en tant que professeur ou en tant qu'artiste ou en tant que productrice. Mais toujours, c'était la patience, la danse principale qui brillait à l'intérieur de mon secret. Parce que je savais que c'était ça la pratique importante pour dénouer à un moment donné quelque chose. Et bien sûr, le travail sur la patience, c'est un travail sur l'impatience. D'accord. et, euh, et donc, au moment où elle est née, cette danse, c'était très étonnant parce que je me suis préparée pendant longtemps. J'ai calligraphié aussi. J'ai calligraphié des messages à moi-même en grand qui me disaient « Sois patiente dans les deux cas ». C'est-à-dire quand tout va bien et quand tout va mal, les deux. Parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, en fait. C'est une relation au temps, ce n'est pas une relation à une image, c'est une relation intime au temps.
et autant, c'est le cas de le dire, hein. Bon, parce qu'ils sont là avec l'OTAN, à pas prendre le temps. Donc et donc, quand, j'ai été invitée par un chorégraphe pour danser, il s'appelle Zam, tu dois le connaître, il est à Bruxelles et donc j'ai été, invitée par lui à danser et en fait, il voulait que je danse un truc qui s'appelait Secret de femme. Mmh. Mais moi, je savais que mon secret de femme, c'était la patience et du coup, j'ai dansé et c'était une danse assez particulière parce que j'étais vraiment toute nue entièrement, heu et en fait, je n'ai pas fabriqué la danse, mais évidemment, j'étais entraînée à ça. C'est-à-dire que ça faisait déjà des années que je m'entraînais à composer en même temps que je danse sur scène et donc en fait, je ne l'ai répété qu'une fois. En fait, je l'ai répété parce que lui m'a demandé de lui montrer ce que j'allais faire, j'en savais rien et je l'ai fait devant lui sans savoir et il a cru que je savais. Mmh, et il a cru que je savais déjà ce que j'allais faire, mais en fait non, c'est devant lui que ça s'est mis et cette danse, c'est ce jour-là, en fait, qu'elle a fait l'effet. Donc ce n'est pas sur scène. Sur scène, bien sûr, hein, c'est le fruit, quoi. Mais c'est quand lui m'a demandé: «Montre-moi ce que tu vas faire» et que je l'ai dansé sans savoir ce que j'allais faire, en faisant semblant que je savais, que tout d'un coup, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant et du coup, j'ai arrêté de répéter. J'avais pourtant la salle toute la semaine, hein. Pour moi, gratuitement en résidence. J'ai arrêté de répéter, j'ai été sur une terrasse, sur la place Flagey boire une bière, toute seule, au soleil et j'ai ressenti cette relation au temps et c'était l'ouverture de la patience pour moi et donc toute ma vie, j'ai fait ça et donc le livre, il correspond à un désir de raconter l'histoire de Liché Tsogyal que j'ai dansé, que j'ai, rêvé, que j'ai raconté, que j'ai proposé à des gens, à chaque fois ça a foiré. Et finalement, le livre est né grâce au Midi Minuit. Donc le Midi Minuit, c'était une aventure que Michel Ragier a mise en place, à l'espace pas Flagey, pardon, tout d'un coup, j'ai oublié comment il s'appelle, L'espace comment ça Changor, c'est bon? c'est ça, Espace Sangor, voilà, voilà, Espace Sangor et donc de minuit à minuit, très artiste et là, j'ai vraiment vécu quelque chose qui m'a donné la clé du livre, mais je ne savais pas que ce serait un livre, hein, encore, Mmh. tu vois? Et Mmh. j'étais déjà sur cette idée qu'il fallait, créer une œuvre en relation à la Dakini chez Sogal, mais je ne savais pas que ça prendrait la tournure d'un livre, hein, depuis très, très, très longtemps. Depuis à peu près, je pense inconsciemment depuis la danse de la patience et peut-être consciemment un tout petit peu après. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça que ça prend du temps parce que parfois certaines choses sont immédiates et d'autres ne le sont pas. Mmh, mais en fait, je crois, hein, que notre vie, elle est comme un jardin, donc il y a énormément de différentes, semences et des différents rythmes, hein, qui doivent, collaborer entre eux pour, créer cet espace, hein. Ce mandala, il est fait de tous ces rythmes. Voilà. Merci. Quelle, quelle belle aventure et je crois que j'avais besoin de t'entendre, le partager aujourd'hui parce que du coup ça fait encore une fois écho à ce que je vis et ce que je suis en train de transmuter. Alors on a chacun et chacune nos parcours, mais du coup j'aime beaucoup, cette notion de patience et du coup, ce sur quoi on va réellement travailler, c'est aussi sur ce côté très terrien, très, très humain de l'impatience, où nous sommes dans une société où les choses doivent aller tout le temps plus vite, dans la comparaison, dans la compétition, dans la rentabilité. Et le fait de pouvoir honorer cette patience et honorer cette impatience, quelque part, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est pouvoir faire un, c'est remettre du sens et de la puissance dans ce qu'on vit. Et peu importe que ce soit dans une pratique créative ou dans une pratique intellectuelle purement ou derrière un ordinateur, c'est pouvoir en fait, c'est honorer ce temps
Et peu importe le processus, peu importe ce qu'il y a autour, ça aide à grandir, De à toute déployer. façon de toute façon, on n'a rien d'autre que du temps. C'est la seule chose qu'on ait. Oui, oui. On n'a rien d'autre, donc on peut pas gagner du temps, on peut qu'en perdre. Donc des fois, quand on va vite, on perd son temps. Je le sais parce que je suis très rapide, donc je connais bien. Je suis une spécialiste de la perte de temps. Je te rejoins sur oui, j'apprends. Mais voilà, justement, le processus créatif est intéressant pour ça parce que souvent, alors là, c'est plus technique, ce dont je vais parler, mais souvent, que ce soit pour une œuvre de théâtre ou pour un livre, c'est un petit peu la même chose, hein, et pour une danse aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a énormément de choses qui surgissent, mais il faut nettoyer, quoi. Mmh. Et c'est ça qui prend du temps. D'abord, il faut tout laisser surgir librement. Mais ensuite, il y a une nécessité de nettoyer. C'est ce qui fait que petit à petit, justement, c'est pour ça que quand on cuisine, par exemple, on découvre petit à petit que parfois 2, 3 épices vont mieux, parfumer le plat que si on en met 15. Donc il y a tout un art comme ça de la dose, non? Et c'est à force de pratiquer qu'on s'en rend compte. Donc le travail, il est comme ça. C'est comme aussi la flèche, c'est-à-dire que quand tu tires une flèche, l'idée, c'est pas tellement que la flèche doit toucher la cible, mais c'est à force de tirer la flèche qu'à un moment donné, tu n'es plus séparé ni de la flèche ni de la cible. C'est-à-dire que le sujet et l'objet perdent leur division. Mais il faut le faire beaucoup de fois pour que ça arrive et il faut que ça arrive plusieurs fois pour que ça devienne quelque chose, dans lequel on arrive à abandonner, notre, tendance, hein, à vouloir s'approprier la flèche et s'approprier la cible. Mmh. Ce sont des métaphores, mais voilà, donc ça marche comme ça. Et donc le livre, par exemple, c'est vrai que c'est un processus très, 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 ça demande une patience incroyable parce qu'il faut revenir en plus, moi je n'ai jamais été à l'école, donc je dois, apprendre par moi-même, à écrire, à parler, bien sûr, je reçois de l'aide, les gens m'ont aidée, mais c'est vrai que je me suis débrouillée quand même toute seule et heu et je relis le texte et je le relis le texte et je le relis et je l'enlève et je remets mais en fait, le corps du livre s'est fait tout seul, comme ça. Tu plaques tout, quoi et puis après tu dis: «Mais attends, c'est quoi ce bordel? C'est incompréhensible, on peut rien faire avec ça». Donc la distillation, c'est comme un alambic, quoi et ça prend du temps. C'est aussi une autre métaphore, ça sort une goutte après l'autre, ça sort. Mais en fait, tout le processus alchimique, c'est un processus d'accompagner l'œuvre, parce que c'est soi-même qui devenons l'œuvre à force de disparaître dans l'œuvre, hein, donc c'est vrai que pour moi, c'est ça qui est intéressant. Ça ne m'a jamais beaucoup intéressé, l'artiste qui produit et qui lui-même ne se produit pas lui-même, tu vois? Oui. Mmh. Oui. Oui, j'aime beaucoup le fait que tu rapproches l'œuvre de l'artiste. C'est en tout cas de la manière dont ça invite à faire le lien. C'est un prolongement et en même temps une unité aussi. Et donc du coup, c'est apprivoiser justement l'œuvre. C'est apprendre à faire connaissance avec elle et voir comment est-ce que ça peut se déployer sur une durée cohérente et qui va porter vraiment quelque chose de d'ancré dans le quotidien, mais aussi pour pouvoir avoir peut-être un, un suivi dans le temps, tout en étant vraiment en cohérence. Vraiment, oui, c'est l'ancrage et la cohérence qui me sont apparus quand tu parles de ce processus, de cette transmutation, cette transformation par rapport à la vision que tu as eue jusqu'à aujourd'hui, d'avoir le livre entre mes mains. Oui, c'est alchimique. Waouh, quel message, quel beau message, Yuma.
Merci Oriane. Alors Oriane, qui a le nom de l'or, Mmh. dis-moi, qu'est-ce que tu voulais, lire ou qu'est-ce que tu voulais citer en particulier? Alors, j'avais envie, de, lire un passage, du livre qui parle, de la résilience, entre autres, mais pas que. Il y a un autre passage que j'ai envie de lire, je ne sais pas du tout si ça va faire écho, mais bref, du coup, je le partage. Bien sûr, Et je t'invite à fermer les yeux, Yuma, d'accord. et, et à te poser comme tu le sens. Et je t'offre ces mots qui sont les tiens. Ariabi définissait la résilience comme la confiance en son point zéro. Du zéro naissent les formes qui animent le monde. Sans destination, elle tournait sur elle-même pendant des heures pour se déposer au sein du vortex. Le point zéro est un espace vivant de pure liberté. Sa perception chronologique du temps linéaire, apprise à l'école, commençait à s'estomper. L'éducation cartésienne l'avait habituée à tirer des flèches du passé vers le futur. Mais au sein du point zéro, ici et maintenant, tout différait. Ariabi commençait à clarifier son intuition. Malgré tout, elle avait dû s'efforcer pour survivre dans une société survoltée, prendre prise sur la matière. Son âme était troublée. Pour revenir aux profondeurs. Avant de mourir, Ariabi ouvrirait la porte. Synchroniser l'esprit en son corps grâce à la sublimation de ce jardin. Sa dévotion réduisait les certitudes à de simples actions. Ancrée fermement dans la présence, le temps et le silence étaient les ingrédients indispensables pour câbler autrement ses hémisphères cérébraux. Son intelligence, dissociée par les agitations urbaines, réclamait qu'elle n'écoute que son cœur. Des techniques du souffle pour vibrer au diapason de la nature lui étaient familières. L'eau, la terre, le feu, et son esprit gagnait la priorité au quotidien. Ça, c'est un extrait du livre, un passage du livre que j'ai partagé du coup dans les ateliers que je fais vivre à des adultes, à des enfants, pour se reconnecter à sa créativité, sur l'importance de faire confiance et de prendre tout doucement place dans ce processus qu'est la résilience. Et peu importe où l'on se trouve, peu importe ce qui est vécu, c'est vraiment aller au cœur de soi et pouvoir se poser et retrouver son propre diapason. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, enfin j'ai surligné pas mal de passages, mais il y a à la page 157 une citation de Sahara. Oui, c'est ça. La connaissance ne brille pas dans la nuit, mais lorsque l'obscurité est illuminée, toute souffrance disparaît. Quelle mise en lumière merveilleuse, bien évidemment, bien évidemment. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est une rencontre bien puissante, Oriane. Merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer là-dessus pour, justement,
parce que c'est intense, hein. Oui, Mais oui. écoute, avec plaisir de toute façon, de rester, en contact. On va voir, hein. On va laisser un petit peu vivre tout ça, mais c'est vraiment, c'est merveilleux que tu puisses aussi t'en servir pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne et je suis très heureuse d'entendre ça. Ah! Waouh! C'est un grand cadeau que je reçois en ce premier jour du Mmh. tigre d'eau. Oui, oui, oui et en ce jour de nouvelle lune aussi. Oui, 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 oui et ce n'est pas une obligation encore une fois quand on parle, bah, justement de cette, du fait d'être à l'école et d'être obligé d'écrire, d'apprendre, d'ingurgiter une matière. C'est laisser infuser les mots, laisser voyager ces mots et peu importe, si sur le moment il y a des mots qui ne sont pas, intégrés, le moment opportun arrivera, Ah oui, oui, arrive oui. En et plus, c'est tu pardon. Et c'est l'occasion justement d'ouvrir le champ dès le plus jeune âge et j'irais même au-delà de ça, peu importe, parce que je travaille avec des enfants et des adolescents à besoins spécifiques qui ont des handicaps assez lourds pour certains. Et c'est parfois là où, d'un simple regard, d'une simple posture, où tout est raconté, tout est vécu et tout est intégré. Mmh mh. Mmh. C'est faire confiance dans le processus. Mais c'est ça, en fait, c'est amusant que tu parles de ça parce que c'est la façon dont j'ai appris les langues, en fait. Parce que comme je te l'ai dit, j'ai quitté l'école très jeune, j'ai quitté la maison très jeune et donc je n'ai pas une formation, universitaire, ce qui fait justement que mon cerveau est formaté un peu différemment des autres gens. C'est c'est comme ça, hein. Mais je me suis retrouvée dans des situations où j'ai dû apprendre, des langues et bon, c'était assez facile pour moi, sans doute parce qu'enfant, j'ai dû tout de suite changer de langue, très jeune. Ma langue, en fait, maternelle est l'anglais, en fait. Mmh. Et et en fait, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire que j'ai commencé, par exemple, le portugais, j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux et je ne comprenais presque rien, mais en fait, le portugais ressemble quand même au français, à cause des origines latines. Et petit à petit, je commençais à comprendre et le tibétain aussi, je l'ai appris comme ça d'ailleurs. Ensuite, les gens m'ont donné des dictionnaires et tout ça, mais au départ, je me suis débrouillée toute seule en faisant des associations de sens entre une traduction et l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait confiance, comme tu dis, hein, c'est-à-dire qu'on comprend certaines choses et pas d'autres, en fait, l'ancrage dans l'apprentissage est beaucoup plus profond parce qu'on fait le chemin par soi-même et du coup, tout d'un coup, le fait qu'on a deviné, par exemple, imagine, on devine ce que veut dire un mot. Donc, par exemple, en portugais, c'est drôle pour terminer, c'est rigolo. Anão, anão en portugais, ça veut dire un nain. OK, Et en fait, il y a des nains dans Le Seigneur des Anneaux, tu oui. vois? Donc, et j'étais là: «Anão, mais qu'est-ce que ça pourrait être Anão, Anão, Anão?» Donc à force de lire, je comprenais un peu toute l'histoire, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était que Anão et je n'ai pas été demander ni regarder dans le dictionnaire. Et tout d'un coup, j'ai compris. Tout d'un coup, j'ai dit: «Mais bien Mmh. sûr, ce sont des nains. Ils sont sous terre, ils ont des outils», parce que je me suis rappelée, je crois, de toutes les histoires, des contes de fées avec les nains et voilà et donc du coup, je n'ai jamais oublié et j'ai toujours travaillé comme ça et je crois que tu as vraiment raison, que les enfants, ils ont beaucoup, beaucoup besoin, d'associer justement leur capacité d'être, enthousiastes, mais aussi avec le fait qu'ils font eux-mêmes, ils vont eux-mêmes aussi aller creuser, c'est-à-dire qu'on les accompagne pour qu'il va et l'enfant, il va lui-même chercher qu'est-ce que ça veut dire ça et qu'il a envie de par exemple, en mathématiques, résoudre un problème. Il a envie de résoudre le problème. Il ne résout pas le problème parce qu'il a un devoir, il résout le problème parce qu'il a envie d'utiliser son intellect pour des choses qui parfois sont utiles, parfois non. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Oriane. Merci Yuma À toujours, pour à ce moment bientôt. précieux. Oui. Oui, à bientôt.
Donc, je voudrais quand même souligner, puisqu'on a enregistré, que c'est la première fois qu'on se voit en fait. Donc, c'est quand même c'est très particulier. Et merci énormément parce que ce partage que tu m'as donné par rapport à ton expérience de livre, elle est très importante pour moi. Voilà. Mhm. Bonne Avec année, beaucoup d'amour. beaucoup Merci, d'amour. Yuma. Bonne année à toi aussi.